Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Bruxelles pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale, la crise des migrants, l'Europe en pleine confusion. L'Italie qui ferme ses ports à l'Aquarius et ses 630 réfugiés, l'Espagne qui les accueille, l'Allemagne via son ministre de l'Intérieur qui veut un durcissement de la politique migratoire du pays. Et la France dans tout cela, la France prend-elle vraiment sa part dans l'accueil des migrants? La France a-t-elle manqué à son devoir d'humanité? Doit-on accueillir davantage de migrants? Des questions qui divisent. Avant le Conseil européen, fin juin, les membres de l'Union européenne peinent à trouver une position commune. On va en débattre avec nos invités. Nathalie Griesbeck, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des libéraux et démocrates pour l'Europe, eurodéputée de l'Est et MoDem, allié d'Emmanuel Macron. Membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vous êtes aussi présidente de la Commission spéciale du Parlement européen sur le terrorisme. Merci d'être venue. Face à vous, Marie-Christine Vergiat, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Front de gauche, eurodéputée du Sud-Est, également membre de la Commission des libertés civiles. On vous a entendu dénoncer l'attitude du gouvernement français vis-à-vis de l'Aquarius. On va en parler. Enfin, Jean Quatremer, bonjour. Merci d'être venu. Vous êtes le correspondant de Libération à Bruxelles. Je rappelle à nos téléspectateurs votre blog Coulisses de Bruxelles pour ne rien rater de l'actualité européenne. Avant de débattre, les images cette semaine, le sommet franco-allemand, le président français et la chancelière allemande ont annoncé mardi travailler à un accord entre plusieurs pays de l'espace Schengen pour refouler tout demandeur d'asile vers l'État où il a été enregistré en premier. Et il y a aussi l'Aquarius qui provoque une dispute entre Paris et Rome. Et c'est l'Espagne finalement qui accueille les naufragés. On regarde, on réagit juste après. L'arrivée de l'Aquarius et ses 630 migrants à son bord. Ils peuvent enfin souffler en Espagne. Après une semaine de mer, les réfugiés ont débarqué dimanche dernier sur le port de Valence. 26 nationalités sont représentées. Chaque migrant à son arrivée a été enregistré. Ils ont déjà fait savoir dans quel pays ils souhaitaient se rendre. La France est la destination la plus demandée. Mais pour obtenir l'asile en France, il faut qu'ils soient menacés dans leur pays d'origine. Tous ne l'obtiendront peut-être pas. Meseberg, en Allemagne. Emmanuel Macron rencontre une chancelière allemande fragilisée politiquement. Son ministre de l'Intérieur veut un durcissement de la politique migratoire du pays. Il menace d'instaurer un contrôle aux frontières dès le début de juillet. Le président français en est convaincu. Face à la crise, la réponse doit être européenne. Nous croyons très profondément à une réponse européenne face au défi migratoire. Ce défi, nous ne venons pas de le découvrir. Nous ne l'avons pas découvert la semaine dernière. Mais nous sommes très clairement ensemble déterminés à agir de manière européenne et de manière coordonnée. La France prend-elle vraiment sa part? En 2015, lors de la crise migratoire et de l'afflux massif de réfugiés sur les côtes méditerranéennes, la France s'était engagée comme ses voisins européens à accueillir une partie des réfugiés. Des quotas mis en place par la Commission européenne, soit pour la France, la prise en charge de plus de 19 000 migrants, débarqués sur les côtes grecques et italiennes. Pourtant, 3 ans plus tard, le pays n'en a recueilli que 5 000. Si l'afflux de migrants s'est réduit en Europe depuis la crise de 2015, les chiffres sur la situation en mer sont dramatiques. Plus de 15 000 migrants ont trouvé la mort en 3 ans en tentant de traverser la Méditerranée. La question toute simple, est-ce que la France respecte ses engagements vis-à-vis des demandeurs d'asile? Marie-Christine Vergiat. La réponse est non, ça vient d'être démontré, mais peut-être avant, faut-il qu'on rappelle de quoi on parle. Parce que nous sommes aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Et donc les réfugiés, ce sont des gens qui ont des droits à des protections particulières. Ce ne sont pas les migrants en général. Et peut-être faut-il rappeler que chaque année, l'Union européenne accepte sur son sol 2 500 000 en moyenne, depuis 2002, sans que ça ait de changement, en moyenne 2 500 000 migrants en situation régulière. Donc qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? Il se passe qu'il y a des gens qui n'ont pas de voie régulière pour venir sur le territoire de l'Union européenne. C'est ce que dit le Parlement européen en permanence. Il faut faire du sauvetage en mer, il faut accorder des couloirs humanitaires, il faut accorder des visas humanitaires. J'ai été shadow avec M. Lopez Aguilar sur cette question du code des visas. Le Conseil, les États membres ont refusé cette porte de visa humanitaire. Ça, c'est le moyen d'empêcher les morts en Méditerranée. Alors après,
la France dans tout cela? Eh bien non, la France n'a pas pris sa part dans le système. Elle est loin d'accueillir sa part, sa proportion par rapport à sa population de demande d'asile. Et pire, elle accorde encore moins la protection internationale que la plupart des États membres. Donc nous n'avons pas de leçons à donner en la matière et les chiffres sont très parlants. On les a beaucoup vus grâce à la presse, notamment écrite ces derniers temps, grâce à l'Aquarius. Et regardez, l'Aquarius, 689 personnes, alors qu'il y a eu l'année dernière 3 millions de réfugiés supplémentaires dans le monde. Nathalie Griesbeck, la France ne prend pas sa part. Je pense que deux choses. La réponse, elle ne peut être qu'européenne. Et beaucoup d'États membres ne savent dire ni oui ni non. Et la situation qui est la nôtre aujourd'hui oblige et exige que les États sortent de l'hypocrisie. Avec les collègues au Parlement européen, on disait face à l'Aquarius, si la règle et la révision de Dublin avaient été aujourd'hui adoptées, c'est-à-dire si les États avaient avancé et n'étaient pas restés dans l'inertie, les réponses auraient été apportées. La réponse doit être européenne avec une révision de Dublin et avec, peut-être que là, nous ne serons pas d'accord, justement des systèmes qui soient installés dans les États tiers, de façon à ce que justement des centaines de gens n'embarquent pas sur des barcasses et soient la proie des... Attendez, je veux finir. Soient la proie des passeurs et des systèmes mafieux de criminalité organisée pour arriver sur le territoire européen et ensuite être éventuellement des personnes qui, ne répondant pas aux critères de l'asile, seraient renvoyées dans leurs États membres. Parce que, par exemple, sur les personnes qui étaient sur l'Aquarius, toute une partie de ces personnes ne répondent pas aux critères de l'asile et vont être renvoyées dans leurs États. Ils ne sont pas menacés chez eux, dans leur pays. Donc je pense qu'il vaut mieux éviter de continuer de faire de la Méditerranée, non pas le berceau de la civilisation européenne, mais le cimetière de notre civilisation, comme c'est le cas aujourd'hui. Jean Quatremer, est-ce que ce refus d'accueillir les migrants, qu'on constate, il n'est pas plébiscité au niveau européen, dans l'opinion européenne? Parce que le problème de l'immigration, le problème des réfugiés, ce n'est pas seulement un problème européen, c'est d'abord et avant tout un problème de politique intérieure. C'est-à-dire que pourquoi Emmanuel Macron s'est montré aussi peu généreux, laissant son ministre de l'Intérieur affirmer que les côtes espagnoles étaient plus proches que les côtes françaises de l'Aquarius. Il fallait quand même être gonflé, il suffit de connaître un peu sa géographie. En plus, je dirais 3 jours avant le bac, sortir une énormité pareille, il y a des jours où Gérard Collomb ferait mieux de la fermer, je le dis franchement. Via la Corse, donc, la Corse était juste à côté, et même, je dirais, et tout simplement Marseille, il y avait quand même des ports qui étaient là. Mais tout simplement, ce que fait Emmanuel Macron, c'est la politique intérieure. Il faut voir que le refus d'accueillir l'Aquarius, 56% d'approbation, d'après un sondage, donc des sondés, 75% ont condamné les accusations portées par Emmanuel Macron contre l'Italie. Non pas parce qu'ils sont solidaires de l'Italie qui accueille, mais parce que l'Italie, pour les Français, a eu raison de ne pas accepter l'Aquarius. Qu'est-ce que voit Emmanuel Macron? Qu'est-ce que voyait François Hollande avant lui, etc. Oui, 56% des Français contre l'accueil de l'Aquarius dans un port français, selon un sondage. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on voit en Europe? Pour Public dans Sénat. Tous les pays où on s'est montré ou généreux, où on a laissé passer des migrants et des réfugiés, eh bien l'extrême droite est au pouvoir, proche du pouvoir, augmente ses scores. Imaginez en France qu'on ait fait comme Angela Merkel en 2015. Moi, personnellement, c'est ce que je suis favorable à ce genre de politique, qu'on ne se trompe pas. Mais c'est une analyse froide. On aurait accueilli en 2015 1 million de réfugiés. On avait Marine Le Pen au pouvoir en 2017. Absolument. C'est aussi simple que ça. Elle était au second tour, Marine Le Pen. Elle était au second tour, mais donc elle serait passée, à mon avis. Donc il faut bien voir que Emmanuel Macron, je pense que naturellement, il serait plutôt porté à accueillir l'Aquarius, mais là, il a voulu envoyer un signal. Les opinions publiques ont l'impression d'être submergées. Pourquoi elles ont l'impression d'être submergées? Cette émission, par exemple, cette émission, depuis une semaine, à cause de l'Aquarius, c'est moins de 700 personnes, on ne parle que de ça dans les journaux, on ne parle que de ça au niveau politique. Je regarde une dépêche de l'AFP qui est tombée hier soir, qui commence par l'arrivée massive et régulière de migrants. L'arrivée massive et régulière de migrants. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants arrivés ont baissé de 77%. C'est ça la réalité. La crise des migrants de 2015 est derrière nous. Il y a un traitement anxiogène, médiatique. Vous
vous en êtes la l'immigration. démonstration, à mettre à l'insu de votre plein gré, on va dire. Mon journal, même chose, fait des unes là-dessus. C'est pas vrai. Je veux dire qu'on est 500 millions d'Européens et on a eu au plus fort C'était de la l'objet crise. du sommet franco-allemand d'hier, donc Mais on n'a rien inventé non plus. Mais non, mais parce que pourquoi? Parce que Angela Merkel est prise en otage par sa droite radicale de la CSU, qui est elle-même Et prise on en en parle. otage par l'extrême droite de l'AfD. Et donc, c'est des affaires de politique intérieure. C'est simplement un ressenti des opinions publiques et un ressenti des partis politiques, et notamment des partis d'extrême droite, qui en font leur fonds de commerce. C'est tout. Donc, il n'y a pas de crise des migrants. Je dis aux téléspectateurs, il n'y a pas de crise des migrants. Il faut arrêter avec ça. Marie-Christine Vergiat. Je suis d'accord, il n'y a pas de crise des migrants, mais on n'arrête pas, tout un chacun, de parler de la crise des migrants. Voilà. Il y a une crise de l'accueil et il y a une crise européenne par rapport à ça. C'est parce qu'on a laissé un certain nombre de pays, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, seuls, par rapport à cet accueil des réfugiés, des gens qui sont d'abord et avant tout des réfugiés, en grande Syriens, majorité, notamment des Syriens. Et heureusement que Mme Merkel a été là, parce que Mme Merkel a accueilli 60% des Syriens qui sont arrivés sur le sol de l'Union européenne. Donc, moi, je suis pourtant pas très proche politiquement de Mme Merkel, mais quand même, je trouve que quand j'entends Gérard Collomb, ça veut dire qu'on a même les mêmes hargnes, voilà. Quand j'entends M. Collomb nous expliquer qu'il y a des régions en France qui sont submergées, je dis non mais de quoi on parle? Et moi je pense qu'on court après l'extrême droite. Donc là, je suis en désaccord avec Jean Quatremer. C'est parce que nous n'avons pas de politique de solidarité européenne, parce que Dublin n'a pas été changé par rapport à la politique du premier pays entrant, parce que M. Macron continue de courir après ce leurre, à renvoyer les gens vers le pays premier entrant, que nous continuerons à avoir des problèmes. L'Italie va continuer à faire son cinéma. M. Salvini va continuer à faire son cinéma. Non, enfin, je ne suis pas entièrement d'accord sur le constat. Je suis en partie vraiment en phase avec ce que nos amis disent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Il y a 15 000 morts en Méditerranée. Ça oui, c'est une crise humanitaire. Depuis 3 ans. Crise Donc humanitaire, il y c'est pas a une des crise des migrants, réponses et Nathalie. il y a une prise de conscience à avoir de la part des politiques. Et ça n'est pas en surfant derrière les idées populistes, qui sont simplistes, qui utilisent la peur, la haine, la xénophobie comme moteur. Nous devons réviser Dublin. Et ce sont Donc les réformer États les accords de Dublin, qui sont hypocrites. le Ce sont fait les de demander États qui l'asile au n'avancent premier pas. pays Ce sont les dans lequel États. je mets les pieds. Oui, Voilà, c'est ça. Il faut changer absolument. cette... Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Mais personne ne veut changer en Parlement Europe. européen. Personne, à part le Parlement européen, ne veut changer le règlement de Dublin, qui, je rappelle, remonte à il y a près de 30 ans. C'était d'abord une convention. Et l'idée, c'est simplement que lorsqu'un demandeur d'asile, je ne parle pas d'un migrant économique, arrive dans un pays, il doit demander l'asile dans le premier pays d'accueil. Ce qui était une façon, en fait, de pousser l'Italie, la Grèce et l'Espagne à surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne. Sauf qu'on est 30 ans après, les choses ont totalement changé. Il est clair qu'il faut changer cette règle. Parce que ça veut dire... En plus, c'est pas accepté. Si je ne m'abuse, les gens en Italie ne sont souvent pas enregistrés, donc pour éviter qu'on les renvoie... Maintenant, c'est fait. C'est fait maintenant. Bien sûr, et Frontex a été renforcé. Moi, j'étais rapporteur pour mon groupe sur Frontex. On a amélioré. J'étais à Catagne la semaine dernière. On dépense 10 milliards en Europe pour sécuriser les frontières. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait rien? Non, on ne peut pas dire qu'on fait mal. rien. On fait mal. Non, on a progressé, on a avancé, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de crise. Il y a une crise. La réponse est européenne. C'est bien que ça avance. Mais je trouve que ce qui sort du sommet d'hier là-dessus... C'est ça qu'on dit, il n'y a pas de crise. Il y a une crise humanitaire. Il y a une crise humanitaire, il y a une crise de l'accueil. Alors, crise de l'accueil. Crise de l'accueil. Comment la France accueille tels ces migrants? Nos reporters ont suivi l'itinéraire d'un réfugié somalien en errance à Paris. C'est un reportage d'Alice Rougerie et François Goulin. On regarde. Porte de la Chapelle à Paris. À côté du périphérique, des dizaines de migrants installés au bord de la route, au milieu des détritus. Tous les jours ici, ils peuvent manger et boire. Thé avec un peu de lait. Tu mets un... Ouais. Les bénévoles de l'association Utopia organisent la distribution des repas. Un premier petit déjeuner en France pour Saïd, arrivé la veille d'Italie. Mais ce que vient surtout chercher ici ce Somalien de 21 ans, c'est une carte SIM pour son téléphone.
Donc ça fait Car avant toute chose, il doit s'enregistrer auprès des services de l'immigration aidés par ce bénévole. Là, j'ai pris son nom, son prénom, sa date de naissance, et sa nationalité et combien de jours qu'il est là. Donc ce monsieur, ça fait 1 jour, donc il est arrivé hier. La demande de rendez-vous est gérée par téléphone uniquement. Et c'est pareil pour tout le monde ici. Alors les chargeurs tournent jour et nuit. En attendant la réponse de l'Office de l'immigration, Saïd nous montre où il a passé sa première nuit en France. À quelques mètres de là, il faut traverser plusieurs fois l'entrée du périphérique avant d'arriver sous ce pont. Je cherchais un endroit pour dormir et là-bas, ils m'ont dit de venir ici. Il y avait du monde, on était une vingtaine cette nuit. Un matelas et des cartons à même le sol. Et pour se chauffer, un duvet que Saïd cache pendant la journée. C'est le vôtre, celui-là? Oui, c'est le mien. Vous l'avez trouvé où? Les gens là-bas me l'ont donné hier. Pendant ce temps, Slimane Kedari, le bénévole, est toujours en ligne avec l'Office de l'immigration. La date de naissance est le 28/02/1997. Le cas de Saïd est complexe car il est dubliné. Il a été contrôlé en Italie mais veut déposer son dossier en France. Or, selon les accords de Dublin, le migrant doit faire sa demande d'asile dans le premier pays européen où il a été contrôlé. Il a fait ses empreintes en Italie. Et là, c'est en France, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc il peut à tout moment être expulsé en Italie. En Italie ou au pire chez lui. Chez lui, c'est la Somalie, un pays en guerre. Saïd nous explique avoir dû fuir les combats. Son périple pour arriver ici a commencé il y a 1 an et 5 mois. En Somalie, c'est la guerre. La guerre et le terrorisme, ils tuent des gens. C'est invivable. Au moins ici, même si je dors dehors, je dors en paix. Je n'ai pas peur pendant la nuit. Je n'ai pas peur des gens. En Somalie, je ne peux pas dormir comme ça. Si je faisais ça en Somalie, on me tuerait. Je l'ai reçu, هاولك موليد سعيد هاولك شفتوا شفتوا دوك نقيدوا لك هاولك شوف. La réponse de l'Office de l'immigration vient de tomber. Saïd est convoqué. Il va pouvoir demander l'asile politique. Son souhait, rester en France, trouver un travail et surtout quitter la porte de la chapelle pour une vraie maison. Voilà, reportage d'Alice Rougerie et François Goulin. Quand vous voyez ce reportage, vous dites quoi? On fait mieux dans l'accueil? Je dis notamment la première chose, c'est contrairement, la journaliste dit 2 choses contradictoires. Elle dit le Dubliné doit être renvoyé et finalement ce monsieur voit sa demande acceptée. Dans le règlement de Dublin, c'est effectivement ça. Le premier pays entrant est obligé d'accepter, y compris le renvoi. Alors que le pays vers lequel il y a un mouvement secondaire, pour utiliser le vocabulaire européen, n'est pas obligé de renvoyer. Et compte tenu de la situation de la France, je pense qu'un certain nombre de gens devraient voir leur demande d'asile acceptée en France, examinée conformément à la Convention de Genève. Parce que le règlement de Dublin, tel qu'il existe et tel qu'on veut le durcir, tel que les États membres veulent le durcir, c'est contraire à la Convention de Genève. Chaque personne a le droit de voir sa demande examinée individuellement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'air de dire que les gens qui viennent chercher l'asile en Europe devraient déposer leur demande dans leur pays d'origine. C'est quasiment ça. Donc en Somalie, aller à l'ambassade de France. Il n'y a pas d'ambassade de France en Somalie. C'est-à-dire que les gens, pour demander l'asile, ils
doivent justement essayer d'arriver sur le territoire. Et la Convention de Genève ne prévoit absolument pas et n'impose absolument pas une entrée régulière sur le territoire. Vous imaginez les Juifs fuyant l'Allemagne nazie et qui demandent en Allemagne leur statut de réfugié en France ou qui attendent le changement à la frontière? Non, à l'époque, il fallait essayer de passer les frontières dans n'importe quelle circonstance. C'est ce que font ces gens. Je parle des demandeurs d'asile. Oui, Autre chose, oui, mais on parle de demandeurs d'asile. Là, c'est un demandeur d'asile. En revanche, pour les migrants, c'est une problématique complètement différente pour les immigrés économiques qui ne recoupent que très partiellement la problématique des demandeurs d'asile et que l'on mélange allègrement. Voilà, oui. En revanche, l'immigration économique, c'est aussi un problème. Il faut quand même que les gens sachent que le vieillissement de l'Europe fait qu'à terme, on aura besoin, et de plus en plus besoin, d'immigrés pour payer nos retraites. C'est aussi simple que ça, pour travailler, pour occuper les places dans les usines. On remarque d'ailleurs que pour l'immigration économique, que lorsqu'il y a une crise économique violente en Europe, curieusement, les arrivées chutent brutalement. En revanche, quand l'économie va bien, les arrivées recommencent. Les gens viennent pour travailler. Et l'erreur gravissime qu'on a fait en Europe, c'est qu'on a institué ce mythe de l'Europe frontière, de l'Europe forteresse, de l'immigration zéro, qui n'existe jamais. Il n'existera jamais. Et pourquoi on a rendu la France hostile aux migrants? On a rendu la France... Bien sûr, mais depuis 70 ans... On a 30 ans de Front National en face de nous. Ouais. Ça fait 30 ans que le discours on se dit on a une extrême droite forte, donc c'est pas la peine de rajouter, c'est ça? Mais elle leur court après, en réalité. C'est pas en cultivant cette confusion entre migrants économiques qui constitue peut-être une des formes de réponse pour notre Europe à moyen-long terme. Évidemment, puisqu'on est l'Europe aux cheveux gris et que ça a toujours existé, ce brassage, et on en a besoin. Il ne faut pas confondre ça avec les critères qui doivent être européens pour les gens qui fuient la violence et les guerres et qui ne constituent qu'une minorité. Et c'est vrai que Merkel est la seule à avoir répondu à cela. Mais aujourd'hui, pour les Allemands et pour les autres Européens, ils ont le sentiment qu'elle paye politiquement. Et c'est la raison pour laquelle elle recule. Et donc, il est nécessaire d'avoir une réponse européenne. C'est inadmissible que les pays du Nord donnent des leçons aux pays du Sud qui accueillent. Et c'est inadmissible de ne pas avoir une réponse européenne. C'est ça, les pays du Sud. C'est ça la solution. C'est pas juste faire le constat que les extrêmes montent. Aujourd'hui, et c'est ça qui m'inquiète énormément, c'est qu'on se dirige droit vers, effectivement, des centres de rétention aux frontières. On va sous-traiter les demandes d'asile à la Turquie, demain à la Libye, à la Tunisie. Oui, bien sûr. Seulement pour les gens du Sud. Et c'est gravissime, parce que, encore une fois, dire que on abandonne l'ensemble de nos valeurs. Donc, on ne peut pas adopter une réponse qui soit uniquement répressive. Il faut, au contraire, avoir une politique proactive. Pourquoi est-ce que je parlais de la fermeture des frontières? Tout simplement parce que ça a été un mythe et ça, au lieu de laisser les gens venir en Europe quand il y a du travail et repartir quand il n'y en a pas, les laisser librement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a passé la frontière, on ne repart plus jamais. C'est aussi simple que ça parce qu'on est tranquille, on est sur place. Et c'est nous qui avons créé des problèmes qui n'existent pas ailleurs. Il faut les laisser circuler. On a des réponses à apporter, les politiques, face Est-ce qu'il y a des pistes de travail qui mettraient tout le monde d'accord? À ce ressenti de peur, de déclassement. Nous devons 73 qui a fermé les frontières. Enfin, 74. Les réponses doivent être européennes. Elles doivent faire bouger les États. Chaque année, il y a 250 000 personnes qui arrivent régulièrement sur le sol français. Il y en a 2 500 000 qui arrivent sur le sol européen. Parmi eux, un quart de migrants économiques. Mais on n'en parle pas de ces gens-là. Il y a une différence entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est les pays du Sud dont on ne veut pas. C'est les anciennes colonies dont on ne veut pas. Et le ressenti. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'il y a une immigration qui vient de l'Est, celle-là, elle est acceptée? Oui, la première nationalité. La première nationalité, regardez les chiffres, je prends les paris. La première nationalité qui arrive sur le sol de l'Union européenne avec des titres de séjour réguliers qui sont des titres de travail, ce sont les Ukrainiens. Ce sont les Ukrainiens qui arrivent en Pologne. Et la Pologne commence à le dire, parce qu'on commence à lui dire ça. Elle refuse les gens du Sud, elle refuse les réfugiés, mais c'est le pays qui accepte le plus de migrants économiques. Donc on sorte de discours entre les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Vous montrez un dernier reportage très court à la société civile dans tout cela. Tous ne sont pas fermés. Je voulais vous montrer cette initiative. Vous y étiez, Marie-Christine Vergiat, je vous ai vu. De Vintimille à Calais, en passant par Paris, une marche solidaire pour les migrants. On regarde et on réagit juste après. J'ai fait la première étape à pied. Ils sont un peu plus d'1 millier à battre le pavé parisien. Ils ont rejoint une dizaine de marcheurs partis fin avril de la frontière franco-italienne.
une halte ici à Paris pour dire non au blocage des frontières, non au délit de solidarité. La France est grande quand elle devient une terre d'accueil. Alors, avec moi, France, terre d'accueil. Merci. Parmi les soutiens, l'eurodéputé écologiste Karima Delli. La France est la 6e puissance mondiale. Qu'on ne vienne pas me dire qu'on n'est pas capable d'accueillir des enfants, des femmes enceintes et même des hommes. Je pense qu'aujourd'hui, la France doit regarder son histoire. Le meilleur modèle, c'est lorsqu'elle a ouvert ses frontières à plus de 200 000 boat people. Ça, c'est la grandeur de la France. Rami Hamdi a 19 ans, il est égyptien. Il est arrivé il y a un mois en France. Il est passé par le Soudan, la Libye, puis l'Italie, avant d'atterrir dans un squat à Aubervilliers. Aujourd'hui, il dort dehors. Je vais de squat en squat. Des fois, je dors 2 jours dehors. On se débrouille comme on peut ici. Moi, j'aime la France. Si je réussis à avoir des papiers, je reste. Sinon, je ferai comme en Libye, en Italie. Je continuerai mon voyage. Plaider pour un accueil véritable des migrants, c'est aussi le but de cette marche de 1400 km. Ils rallieront Calais début juillet, puis Londres en transport. Vous y étiez, Marie-Christine Vergère, ils sont minoritaires, ces marcheurs, c'est la société civile minoritaire. C'est la ligne dure là qui l'emporte en ce moment, dans l'opinion. Je ne sais pas dans l'opinion. Et en plus, par ailleurs, je pense que le rôle des politiques n'est pas de courir après l'opinion publique. En 1981, François Mitterrand a abrogé la peine de mort. Il était à contre-courant de l'opinion publique. Je crois que les rôles des politiques, et notamment quand on se dit progressiste, humaniste, c'est de parler des chiffres tels qu'ils sont réellement. Moi, je m'emploie à ça en permanence. Parce qu'on est en train de nous caricaturer les choses. Et plus ça va, plus on court après les démagogues et après l'extrême droite. Il y a quand même ce ressenti sur les migrants associés à tort à une invasion, à la religion musulmane, à du terrorisme potentiel. Le rejet a augmenté. J'avais dit, le rejet, il existait. Il ne faut pas se leurrer. Par exemple, entre les deux guerres, par exemple, à l'égard de l'immigration italienne, qui était considérée comme étant trop catholique, un catholicisme trop intégré et donc pas intégrable au catholicisme à la française. Aujourd'hui, c'est clair qu'en France, qui accueille, c'est la principale population musulmane d'immigration, 8,8% d'après les chiffres donnés par un institut américain qui s'appelle Pew Research, on a l'impression, quand on interroge les gens, on leur dit mais il y a combien de musulmans en France? Les gens répondent 30%. C'est 8,8%. Oui. C'est ça la réalité. Et au niveau européen, c'est 4,9%, même si ça a beaucoup augmenté au cours des 2 dernières années à cause de l'immigration, à cause des réfugiés syriens. Voilà, c'est la seule raison. Mais donc, vous voyez, le ressenti, parce qu'il y a effectivement des concentrations dans certaines zones, c'est qu'on est envahi. La réalité, c'est faux. Nous sommes 500 millions d'Européens, on est très très loin de voir nos cultures risquer de disparaître. Je voulais conclure sur les solutions à l'idée de pays tiers sûrs, voulue par Merkel, créer autour de l'Europe une sorte de ceinture dans laquelle on pourrait renvoyer les gens qui entrent en Europe. C'est une solution? C'est à travailler en tous les cas et surtout travailler plus intelligemment à l'aide aux pays tiers en matière de développement pour que les gens n'aient pas envie nécessairement de partir. Mais je voudrais ajouter par rapport au reportage qu'on est tous le fruit de brassage, on a tous des racines différentes. Mais en ce qui concerne la politique, l'engagement politique, c'est pas de regarder les trains passer, c'est de quand même entendre ce que les gens comprennent et expliquer, entrer s'il le faut dans les distinctions. Là, effectivement, dans l'opinion publique, tout le monde mélange tout et ne distingue pas entre quelqu'un qui fuit la guerre, qui fuit son pays, quelqu'un qui souhaite venir travailler ou quelqu'un qui vient étudier en Europe. Tout ça est mélangé et mixé avec les extrêmes et aboutit à ce rejet. Donc le politique, il doit entendre et il doit essayer d'avoir un temps d'avance et décider. On arrive à la fin de cette émission. Le sommet européen fin juin va être important sur ce sujet. Il faudra une réponse claire. Je rappelle qu'il y a des élections européennes le 26 mai. Prochain. Voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Et rappelez qu'il y a un Parlement européen qui prend aussi des positions, qu'il n'y a pas que le Conseil. Bien évidemment, des élections européennes donc l'année prochaine. Voilà, c'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous trois d'être venus débattre avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.